Bonjour à tous, bienvenue au 139 qui, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, est un lieu un peu particulier puisque c'est le siège social de Logéocène, qui est une entreprise sociale pour l'habitat, mais c'est aussi et surtout un lieu qui a vocation à penser l'habitat de demain en organisant des conférences, des tables rondes, des ateliers, des études. Et l'habitat, c'est large, c'est très vaste, tellement vaste qu'aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin sur un terrain dont on ne connaît pas grand-chose. On a la chance d'accueillir Julien Gigot aujourd'hui avec nous dans le cadre du festival Sur les épaules des géants qui nous a permis d'organiser cette rencontre qu'on a appelée carte blanche parce que vraiment, on n'y connaît pas grand-chose. Et on va découvrir avec vous, avec toi, Julien, les nanoparticules. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Julien, tu débarques du Québec pour arriver au Havre. Peut-être avant d'en savoir un peu plus sur toi, sur ta pratique de chercheur, de commencer par un exercice de définition, de savoir de quoi on parle. Est-ce que tu peux nous dire le plus simplement possible, qu'est-ce que c'est qu'une nanoparticule? Alors, c'est très très simple, hein, comment dire, par où commencer? Le matin, il fait beau au Havre. Donc, c'est pas souvent. Enfin, je suis brestois, donc je vais pas non plus comparer, mais voilà, vous vous levez le matin, vous avez un rayon de soleil qui tape sur la fenêtre. D'accord, vous regardez, vous dites, ah, il fait beau dehors. Et à un moment donné, vous vous tournez et vous dites, ah, il y a quand même beaucoup de poussière. Parce que vous voyez des petites poussières qui passent devant la lumière. C'est une nanoparticule. Elle diffuse la lumière dans les trois directions de l'espace et votre œil a la capacité de voir un peu ces particules. Ça reste une grosse nanoparticule, mais c'est cette gamme de taille qu'on va les caractériser. Vraiment des particules qui sont quand même 10 fois plus petits 1000 fois plus petits qu'un de vos cheveux, parce que malheureusement, je n'ai pas cette chance d'avoir des cheveux. Mais voilà, on est dans cette gamme de taille. Un grain de sable par rapport à la Terre. Voilà, c'est ce rapport de taille qui définit une particule visible à une particule nanométrique. Et ces particules, elles ont plusieurs propriétés de taille, donc de taille et de surface, qui font qu'elles sont hyper résistantes, hyper réactives, hyper intéressante pour des propriétés de construction dans le bâtiment. Je fais un petit lien avec la carte blanche, on dirait une carte un peu plus colorée. Mais elles sont utilisées aussi pour transférer des principes actifs. Donc là, je vais faire le lien qui va vous déplaire, mais le vaccin anti-Covid. Comment on a pu faire ça en si peu de temps? Parce qu'en fait, ça fait 12 ans qu'on travaille sur ces nanovecteurs de principes actifs. Donc, lors de mon premier poste après-thèse aux US, hein, je travaillais avec les chercheurs, je caractérisais ces nanovecteurs lipidiques. Et à l'époque, on disait, ouais, tu verras un jour, c'était en 2011, tu verras, il y aura une épidémie mondiale, il faudra des vaccins, en 10 secondes, on le fera. Je dis, ouais, ça ira jamais. Et voilà, on est en 2023, et c'était il y a 3 ans déjà. Et en fait, ça a permis de développer ces principes actifs et ces vaccins hyper performants pour aller comment dire, pour guérir ou soigner ou prévenir des maladies. Mais ça, c'est le côté un peu bénéfique, mais il y a aussi plein de côtés un peu néfastes. Juste pour vous donner une idée, là, c'est le côté un peu alarmant. Vous allez tous partir en courant. On va tous mourir un jour. Voilà, ça je vous le dis, ne soyez pas inquiets. Mais en 2020, l'être humain a produit plus de matériaux que la Terre n'a généré de biomasse. Je sais pas si vous. Alors, je vais le dire autrement. Chaque être humain dans cette pièce, à l'échelle globale, mondiale, produit 2 fois son poids de déchets par semaine. Donc, vous prenez votre poids, vous pesez, et vous dites ce que je produis, ça comprend la maison, l'habitat, ça comprend le textile, ça comprend ce que vous mangez, ce que vous allez relarguer, tout ce que votre poids par semaine, vous multipliez par 2, surtout votre vie, ce que vous allez produire en déchets. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est tellement important que on n'a pas cette capacité de recycler cette matière. Et cette matière, elle va se retrouver dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Elle va se dégrader dès le début ou avec du temps, et ça va relarguer des milliards et des milliards de nanoparticules.
Donc pour une particule que vous voyez millimétrique, il y en a 1 million de nanos autour. Voilà. Donc ça vous donne une idée Et ce flux de matériaux anthropiques, clairement, il a été sous-évalué. Et donc l'espèce que je suis, donc le chercheur, essaye d'aller caractériser cette particule un peu partout. Voilà. Donc si j'ai bien compris, une nanoparticule, c'est une sorte de résidu de matière qu'on a produit et qui reste presque de manière, alors je ne sais pas si c'est infini, mais très longtemps dans l'air ou dans l'environnement. Oui, elle est très stable, mais elle est pas produite. C'est pas un produit de fin de vie. Vous prenez un Tupperware. Typiquement, vous mettez au micro-ondes, vous allez relarguer des milliards de nanoparticules dans votre alimentation. Et ce n'est pas des particules qui sont en fin de vie du Tupperware, c'est juste lors de l'usage de votre matériau, il va s'user, il va relarguer des nanos. Alors bien sûr, plus il se dégrade dans l'environnement, plus il va relarguer de nanoparticules, mais tout au long du cycle de vie d'un matériau, une maison, un vêtement, il relargue des nanoparticules. Voilà. Est-ce qu'elles sont forcément nocives ou est-ce qu'il y en a des... pas bienveillantes, mais est-ce qu'il y en a qui ne sont pas dangereuses, on va dire? Quand on entend les déchets des nanoparticules, etc., on pense souvent à de la pollution ou à du négatif, en fait. Le nano, il y en a des milliards de naturels aussi, donc avoir des nanos dans l'air, c'est... L'environnement, l'écosystème. Ouais, nanoparticules, c'est... que nous, on produit. Voilà, il y a celles qui sont produites par la matière organique, les fumées, les naturelles. Il y en a des... Elles sont largement abondantes aussi. Les anthropiques, elles ont cette capacité à être soit nocives en elles-mêmes, mais également à capter plein de polluants autour. Donc c'est ce qu'on appelle le cheval de Troie, en fait. Elle va capter des polluants, rentrer dans les différentes barrières écologiques, le sang, les membranes, elle va se diffuser partout, et elle peut soit capter d'autres polluants, donc ça peut être intéressant, mais également elle peut aussi relarguer ses contaminants. Donc c'est une éponge à contaminants. En fait, vous voyez ça comme une éponge, d'accord? Si l'éponge elle est sèche et il n'y a rien dessus, bah c'est bon, quoi. Elle va bouger, on va la stocker, mais si elle est gonflée et remplie de contaminants, bah, si elle se retrouve dans le mauvais écosystème, le mauvais organe, elle peut relarguer tout ce qu'elle a dedans. Voilà. Et là, du coup, je vous laisse imaginer. Et toi, ta spécialité, c'est les nanoparticules générées par l'homme qui ont cette anthropique, ouais. qui ont plutôt des effets négatifs sur l'environnement. C'est ça. Négatif, oui. Alors moi, mon rôle, je suis chimiste, donc je suis à la fois d'être un citoyen lambda, je suis une personne qui adore la science, et du coup, moi, mon rôle, c'est de mettre au point des méthodes pour aller caractériser, en fait. Si je devais résumer ma recherche en une phrase, naissance, vie et mort d'une nanoparticule sur Terre. Voilà. C'est un beau titre. Voilà. Mais ils l'ont pas aimé comme ça au CNRS, mais je pourrais l'utiliser comme ça dans mon prochain projet. Mais c'est vraiment ce que j'essaie de voir, c'est où elle apparaît, où elle va aller et comment elle va être ensuite reminéralisée, elle va être comment l'écosystème va pouvoir absorber, digérer cette matière anthropique. Et pour ça, je documente un peu partout dans le monde cette présence de nanoparticules avec des outils de pointe. Ouais. Et donc, il existe peut-être des familles de nanoparticules. Il y a une sorte d'inventaire que tu es en train de réaliser de toutes les nanoparticules qui existent sur Terre. Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a ce que vous appelez, ce qui est assez connu, c'est les nanoplastiques. C'est ce que j'ai appelé, c'est ce qui a fait beaucoup la une avec mes travaux de recherche, c'est-à-dire les microplastiques, les nanoplastiques. Mais ce n'est pas les plus abondantes, les particules ultra fines qui sont issues des pots d'échappement ou la combustion incomplète, les feux de forêt ou les feux urbains, ça relargue beaucoup de nanoparticules, donc ça s'appelle des suies. Vous avez les particules minérales ou inorganiques, les oxydes de fer, oxydes de titane utilisés dans la construction sont des grosses familles de nanoparticules hyper réactives. Les fraises Tagada sont remplies de nanoparticules de titane. Voilà, donc attention, une fraise tue. Donc vous avez plusieurs types de nanoparticules qui sont donc ces familles de inorganiques, organiques, suie, carboné, vous avez plusieurs familles. Mais pour moi, c'est compliqué parce que dans l'environnement, elles sont tous hétéro-associées ensemble. Donc elles sont associées avec plein de matériaux. Donc on parle nano au sens large et avec différents outils, j'essaie de savoir est-ce que c'est l'homme qui l'a produit ou est-ce que c'est la nature qui l'a produit. Voilà. Et c'est ça où on se différencie des autres collègues. Oui, bien sûr. C'est lesquelles les plus nocives et est-ce qu'on peut s'en passer?
En fait, on les produit pas de manière intentionnelle. De celles qu'on produit, par exemple, les nanoparticules de plastique, on pourrait peut-être les remplacer par d'autres matières. Enfin, on pourrait peut-être remplacer, du coup, dans cet exemple-là, le plastique par une autre matière qui dégagerait moins de toxicité. Ah bah, si on pouvait se débarrasser du plastique, je serais le premier heureux. Hein. C'est le plastique. C'était dans l'exemple, mais Oui. parce que je pense qu'il y en a peut-être qui sont beaucoup plus polluantes que ça. Bah, oui, sauf que le plastique, lui, il se dégrade en anneaux. Mais le nano, lui, on sait pas on savait pas avant qu'il pouvait former des nanoparticules. On sait que depuis 4 ans maintenant, c'est lui qui forme des nanoplastiques. Mais il y a plein de particules, typiquement les nanosuies issues de la combustion incomplète des ressources fossiles, donc les pots d'échappement. On sait que ça produit ce que vous appelez les PM1, les PM1. Ce qui est en dessous de PM1, ce sont des nanoparticules. PM, c'est particules micrométriques 1 micron, donc PM1. Donc tout ce qui est en dessous de 1 micron, c'est que des nanoparticules. Et ça, il y en a plein dans l'air. Et ça, on sait que à moins d'avoir des filtres sur les pots d'échappement qui récupèrent tout ce qui est inférieur à 1 micron, pour l'instant, ça n'existe pas, mais il faudrait les enlever à la source, quoi. Alors, te débarrasser des matériaux qui génèrent des nanoparticules, c'est pas possible. Parce que du coup, tout débris, toute matière naturelle ou anthropique se dégrade et relargue. Et en gros, supprimer la source de nanoparticules serait supprimer les êtres humains sur Terre, parce que c'est eux qui vont produire de la matière. Donc c'est dans le cycle c'est dans le cycle d'une vie. Mais ça ramène l'homme aux déchets. Les déchets font partie de l'univers. Les trous noirs, c'est quoi un trou noir? Le trou noir, c'est une énorme usine à recycler, en fait. Bah, c'est ma connaissance de la cosmologie. Voilà, un trou noir, ça prend toute la matière, on ne sait pas où elle va, mais c'est recyclé. Voilà, un trou noir, le soleil explose, implose, et du coup, ça aspire la matière pour la recycler. Les déchets font partie de l'essence même de la nature, de la vie, quoi. C'est normal. On produit, on consomme, on rejette. Le problème, c'est qu'on produit trop et on ne sait pas le recycler et on produit pour rien, en fait. Hier, je suis passé par Paris. À chaque fois, pour moi, Paris, c'est une rupture pour moi. Je vois tous ces plastiques et là, je me dis, bah, c'est bon, quoi. Pourquoi je fais ce métier, quoi? Ça sert à rien. Les gens, ils comprennent pas, quoi. Arrêtez, quoi. Prends ton gobelet en verre, va remplir à la fontaine et arrête de prendre ton gobelet plastique, quoi. Ça sert à rien, ça marche pas. Mais non, on a cette consommation de plastique, de matériaux, et il n'est pas cohérent par rapport à ce que l'homme peut recycler. Donc du coup, on n'est pas sur les mêmes gammes, en fait, de ce qu'on peut traiter, de ce qu'on produit. Et c'est pour ça qu'on a un défaut, et que ce défaut, ça fait des flux de nanoparticules anthropiques trop importantes, et que les écosystèmes ne sont peut-être pas armés pour pouvoir filtrer ça en un temps suffisamment court. Mais oui, si on produit moins de déchets à la source, on produit beaucoup moins de déchets, on produit moins de nanos, et du coup, je suis convaincu que les écosystèmes auront le temps de s'adapter pour pouvoir recycler cette matière de manière à diminuer les impacts. Alors, ton travail consiste à documenter, à avoir une meilleure connaissance de ces nanoparticules. Et j'imagine que ça ne va pas au-delà. En tout cas, est-ce que tu fais des préconisations après pour avoir justement des meilleures pratiques, des choses comme ça, suite à cette connaissance-là, ou pas du tout, en tant que chercheur? Quelle est la limite La limite, elle est personnelle. Moi, je suis assez attaché à l'éthique du chercheur, c'est-à-dire on n'est pas là. J'ai pas le sentiment de dire tu pollues, tu vis en bonne santé, tu vas te contaminer. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est juste de mettre au point, de chercher des problèmes. Parce qu'il faut justifier son salaire quand même, et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'environnement, de documenter, de publier. Je suis payé par vos impôts, donc mon rôle, moi, c'est de retransmettre des résultats que vous pouvez après lire et bénéficier. Mais mon rôle, c'est pas de conseiller, ça c'est le rôle de ce qu'on appelle des décideurs politiques, de votre maire par exemple, de mettre en place Ok, j'ai vu ce papier de un des chercheurs qu'on a en France, et il dit qu'il y a beaucoup de particules. Moi, je m'inquiète, je vais mettre un memento en disant on va réduire les plastiques, on va réduire. Mais c'est pas notre rôle d'aller dans le... Et c'est pourquoi, avec le Covid, on l'a vu, hein, il y a des chercheurs qui se sont sentis un peu, je pense, pas tout puissants, mais en disant... J'avais une phrase que j'avais horreur, c'était à la télé, on voyait
écoutons les chercheurs. Et là, pour moi, c'était juste n'importe quoi. Tu vois, les gens ils faisaient la tour, c'était moi j'ai un chercheur, moi aussi j'ai un chercheur. C'était celui qui avait un chercheur dans son émission, comme si c'était un peu la caution pour. Et c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est juste, on va sur l'environnement, on va sur le terrain, on va dans les hôpitaux, on documente ce qui se passe, on va. Il y en a qui travaillent sur les insectes, qui regardent comment ils fonctionnent. Notre rôle, c'est on documente, on s'intéresse, on peut rapporter des impacts sur les organismes. On fait des tests in vitro, des tests in vivo. Voilà, on a vu que tant tu es, on a vu que tant tu es pas. Voilà. Après, c'est ce que vous voulez, mais c'est ce que nous on documente. Est-ce que tu as le sentiment que le politique, au sens large, s'empare des travaux que tu réalises pour justement infléchir, pour changer des comportements, par exemple? S'emparer d'un résultat et le mettre en action, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Interdire les plastiques, mettre des règles, ça coûte de l'argent. Si le décideur politique n'a pas de pression de celui qui l'a mis en position, il y a d'autres problèmes. Normal. Enfin, c'est comme vous, votre enfant, tant qu'il vient pas vous voir en disant j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, je dis bon, c'est bon, il n'a pas faim, il peut donner à manger. À part l'heure où il faut donner à manger, mais sinon, mais si celui qui a besoin d'être voilà, d'être protégé dit qu'il a besoin d'avoir des réponses sur un problème qui l'inquiète, donc c'est au rôle du décideur de prendre oui, j'ai vu le papier, j'ai vu le souci, je vais mettre en place une règle. Ça marche comme ça. Enfin, Donc ce que tu dis, c'est que c'est presque ton travail est davantage destiné aux citoyens dans un premier temps pour qu'ils comprennent les problèmes sous-jacents et qu'ils puissent faire pression sur le politique pour changer les choses. Clairement, c'est pas le politique qui m'emploie, c'est les impôts qui m'emploient. Enfin, c'est l'argent public qui nous emploie. Donc, notre rôle, c'est de rendre ce qu'on fait au public. Après, on a des intermédiaires. Donc, le CNRS est une très belle agence qui, elle, a tout son, elle dissémine du coup ses résultats à travers des publications scientifiques, mais également à travers des supports visuels que vous pouvez librement accéder ou même appeler directement le CNRS en disant qu'est-ce qui se passe sur ce contaminant, et c'est leur rôle de pouvoir y répondre. Et après, bien sûr, c'est à vous de dire, mais attendez, on ne comprend pas, tout le monde s'inquiète et on n'a pas de règles. Et oui, mais c'est vous les principaux acteurs de ce que nous faisons au laboratoire. Ouais. Ouais, à notre échelle, on n'a pas d'impact en fait sur ça. Enfin, à notre échelle, personnellement, à moins de monter à des collectifs ou de. On ne peut pas faire changer les choses, nous, à notre échelle. Puis, c'est pas la priorité des politiques, en plus, je pense pas. C'est l'argent, c'est la productivité, c'est la rentabilité. C'est pas, je pense pas que leur souci, ce soit la santé des gens ou la pollution de l'environnement. Sinon, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, en fait, je pense, dans la société. En fait. Alors, oui, alors. Dans les problèmes, je parle d'environnement, de santé, je pense pas que ce soit vraiment leur priorité, en fait. Pour répondre au contexte sociopolitique, là, je ne pourrais pas répondre parce que moi, je vis au Québec en plus, donc je pourrais vous dire que je suis encore moins connecté avec ce qui se passe en France. Il y a beaucoup plus de collectifs et de réseaux comme ça, de défense de l'environnement et tout. Alors, le Canada, c'est quand même un des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre parce que du coup, il dit oui, notre bilan est neutre. Ouais, mais tout leur pétrole, ils l'exportent. Donc, ouais. Mais ça reste chaque pays a ses défauts. Le problème de la France, c'est un pays qui est très peuplé. Au Canada, ça fait quand même 7 fois la France. On est peut-être 32 millions. Donc, pour donner, ouais, ici, on est 70 maintenant, 71, 72. Ouais, c'est dingue. Les Français, ils n'arrêtent pas. Donc, 72 millions, mais les villes sont chargées. Les déchets sont peut-être. Pourtant, il y a comme des. Moi, je trouve que la France n'est pas si mal que ça en termes d'environnement. Je trouve qu'on est quand même pas mal en France. On est quand même pas mal. Par rapport à la question sur les politiques, je pense que les politiques et le regard par rapport à la recherche, je pense que le flux d'informations qui passe maintenant avec les problèmes qu'il y a sociopolitiques, les guerres, tout ça, c'est dur de faire le lien entre les préoccupations de chacun et les pollutions avec ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que je ne mets pas la faute sur le politicien ou sur le grand public, mais je pense que tout le monde a le droit de s'informer. Tout le monde peut s'informer. Enfin, tout le monde a accès à ce qu'on publie. Tout le monde peut aller chercher l'information. Tout le monde peut monter des collectifs. Tout le monde peut mettre une pancarte autour du cou et aller. Juste avant, j'étais dans une conférence à 300 mètres d'ici. Et je suis sorti, il y avait 10 personnes,
des écologistes qui étaient là en disant oui, il faut arrêter de polluer. Je dis oui, mais faut dire ça à moi. Moi, je suis juste là, le contraire. Moi, je suis avec vous, je suis d'accord, mais c'est bien ce que vous faites et restez là et au moins ça diffuse. Et moi, je pense que même des petites actions comme ça a un impact. Je suis pas forcément. Voilà, je dis pas que ça va demain ils vont faire une loi, mais c'est comme une politique ou c'est comme une cocotte minute. Si ça ne monte pas assez en pression, il y aura rien qui sera fait. Et l'environnement. Alors, il ne faut pas faire un lien avec d'autres problèmes liés à la retraite ou ça je ne rentrerai pas là-dedans, mais par rapport à l'environnement, ça touche tout le monde, ça touche la santé de tout le monde. Que tu gagnes 10 millions par mois ou tu gagnes 1 000 € par mois, au final, tu respires le même air, tu bois la même eau et tu manges la même nourriture. Donc à un moment donné, tu dis, ouais, d'accord, on est exposé, mais toi aussi dans ton bureau. Donc la perception individuelle de la pollution, elle doit être diffusée comme cela, en fait. On est tous dans le même bateau, quoi. Tout le monde s'assoit pour aller où je pense. Donc, il n'y a pas une question de niveau hiérarchique. Après, il faut mettre pression sur les bons interlocuteurs. Il y a des très bonnes agences qui font le lien entre l'environnement et les politiques. Il faut faire confiance en ces assos, en ces collectifs pour aller presser les... Tu dis que les nanoparticules, on les trouve beaucoup dans les environnements denses, dans les villes, où il y a une forte urbanité. Pourtant, tu vas aller les chercher là où il y a le moins de monde, en Arctique, par exemple. Comment tu expliques que c'est ce terrain-là qui va t'intéresser, alors on imaginerait, à t'écouter, que c'est là où il y en a le moins? Alors oui, et en effet, oui et non. Alors, rapidement, dans mes travaux de recherche ici en France, je me suis rendu compte que les pôles étaient un peu le end zone des contaminants. Tout finit par s'accumuler sur les pôles. Et je me suis rendu compte que les pôles, la glace, ce qu'on appelle les changements de température, les changements de salinité rapides, étaient des lieux propices à faire, pour les nanoparticules, à se comporter, à être catalysées, à être redistribuées ou alors à rester piégées. Et les Arctiques, même malgré l'Arctique, malgré sa petite taille, elle est quand même très importante pour les courants océaniques, pour la pollution, pour le climat. Et c'était pour moi, voilà, je dis, bon, allez, on va documenter l'Arctique. Et du coup, au CNRS, on a un laboratoire qui est à Québec, qui est un laboratoire français à l'étranger, qui est mixte entre le Québec et la France et qui est spécialisé sur l'Arctique, les écosystèmes arctiques. Donc, on a accès à l'Arctique, on a accès aux stations arctiques. Et donc, mon rôle est d'être documenté là-bas, ce que nous produisons ici. Mais entre-temps, je me suis rendu compte que là-bas, il y avait des gens qui vivent, les communautés autochtones, ce qu'on appelle les Inuits, et les Premières Nations. Et du coup, j'ai créé des liens forts avec eux pour essayer d'aller documenter également les sources locales versus globales. Et eux, ils sont 300 dans un village. Et par contre, ils ne te laissent pas partir du village où tu as documenté si tu n'as pas une solution à apporter. Donc quelque part, il y a une sorte de recherche-action que j'adore dans l'Arctique. C'est-à-dire, même si tu es peu nombreux, tu as des soucis environnementaux, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qu'on mange, on veut savoir ce qu'on nous donne ou ce qu'on nous apporte. Et bah, du coup, ok, on va documenter, et on va voir, et on va essayer de trouver des solutions concrètes avant qu'on reparte. Et les missions durent 2 semaines. Donc ça demande Donc oui, je pense que moi, ce rapport avec l'homme et la nature, en Arctique, il est beaucoup plus important que nous. Du coup, on dit « Ah, j'ai fait pousser un plant de tomates sur ma terrasse, on est content. » Oui, mais tu fais 2 pâtes, tu as le proxy qui t'emmène des légumes bio. Alors que eux, ils n'ont pas le choix que pêcher ou nourrir, ou pêcher ou chasser pour s'alimenter. Donc leur rapport avec la contamination de l'environnement est hyper important. C'est décuplé par rapport à nous. Et ça, moi, du coup, en tant que scientifique, c'est hyper intéressant de voir la diffusion des contaminants dans la chaîne trophique, hein, entre ce qu'on apporte dans l'eau, dans les sols. Est-ce que le plancton, le zooplancton, les poissons et l'ours polaire, qui est notre prédateur direct, parce qu'il chasse l'ours polaire aussi pour se nourrir, pas le choix. Donc voilà, donc c'est important d'avoir cette relation. Et l'Arctique est un des terrains. Et voilà, et quand même, se retrouver au pôle Nord à échantillonner, c'est quand même pas mal quand même. Enfin... J'imagine. Et le travail sur le terrain, c'est pour toi très important dans ta pratique de recherche. Comment tu gères j'imagine, le travail de laboratoire plutôt, il y a aussi de la production, de l'écriture. Comment tu articules tout ça en tant que chercheur? Alors déjà, c'est un peu tout. Déjà, il faut avoir...
faut avoir une conjointe ou un conjoint qui soit très très patient et très tolérant justement à ce genre de mission un peu impromptue. Écoute, chérie, je pars en Arctique pendant 2 semaines. Oui, mais attends, il y a le match de hockey dans 2 jours. Donc ce genre d'emploi du temps à gérer. Après, il faut mettre en place toute la logistique pour partir en Arctique. Il faut rédiger les papiers ou rédiger des demandes de financement pour aller en Arctique. Après, il faut mettre au point les méthodes pour aller documenter les nanoparticules dans une matrice de l'Arctique. Il faut revenir au laboratoire, analyser, comprendre, former les étudiants. Voilà. Donc je dirais, c'est le terrain fait partie, c'est la ligne rouge, enfin c'est le fil conducteur de ce qu'on fait. On va tous les ans, on va en Arctique, donc il faut qu'on soit prêt plus ou moins avant ou après. Et autour de ça, il faut agencer la recherche en laboratoire pour pouvoir documenter ces particules. Donc ça donne le pouls de l'année. Voilà, la mission sur le terrain, c'est ça qui donne. On sait que du mois de mai en septembre, on est en haut, quoi. Donc il faut être prêt. Et on sait que du mois de mai, on est 15 dans mon équipe et on tourne. Quoi. On est toujours 2 personnes sur le bateau ou sur les stations pour pouvoir échantillonner. Donc ça demande une bonne logistique, quoi, que je n'ai pas, mais j'ai une super équipe. Quand on a préparé l'entretien, tu m'as dit que être chercheur, c'était un peu comme être moine, sans les avantages. Alors, je ne sais pas quels sont les avantages d'un moine, mais est-ce que derrière, il y a une dimension dans le travail que tu fais un peu sacrificiel, ou c'est plus l'aspect vocation? Qu'est-ce que tu entends par là? Pour moi, les deux vont de pair, vocation et sacrifice. Si on a vraiment une vocation pour quelque chose, on est prêt à faire plein de sacrifices pour y arriver. Et c'est un peu le métier de chercheur, on en parlait juste avant. Donc oui, un chercheur, c'est un chemin de croix, en fait. Hein. Tu as des idées, personne ne te croit. Tout le monde dit que tu es un peu fou. Tu vas dans chacune des agences pour dire non, mais c'est vrai, ça se produit. Et du coup, on dit non, non. Non. Et du coup, faut que tu essaies de convaincre pour essayer de. Mais tu crois en quelque chose qui te drive toute ta vie. Donc ça, je trouve ça. Et quand tu es moine, tu as un bel établissement, tu es nourri, logis, blanchi, on va dire. Alors que quand tu es chercheur, tu commences avec juste ton cerveau et tes 2 jambes. Et à côté de ça, tu as toute la logistique aussi perso à gérer. Donc, et cette vocation, ça prend beaucoup de temps. On ne compte pas nos heures. On n'est pas payé à l'heure. On est fonctionnaire, donc c'est toujours du plus. Donc oui, mais c'est ça, c'est un chemin de croix. Pour moi, il n'y a pas de grosse différence entre un moine et un chercheur. Et ou une nonne et un chercheur. Comment tu es tombé dans la nanoparticule? Quelle a été la révélation où tu t'es dit c'est mon chemin? Alors nano, c'était rapidement, c'est après ma thèse, enfin c'est pendant ma thèse. En fait, j'ai toujours sauté dans des choses que je connaissais pas. Mais moi, j'étais pas un bon élève du tout. Hein. J'étais au collège, c'était une catastrophe. C'était très compliqué. Et en fait, c'est un prof de chimie en première qui m'a dit « Oh, lui, il n'est pas si con que ça, en fait. » Donc, il me donnait des exos et je trouvais ça super intéressant. Et en fait, toutes les matières, je suis passé juste à 10 et en physique-chimie, je suis passé de 5 à 20 sur 20. Et du coup, il me dit ouais, « Il a dû tricher. » Et pendant 2 ans, tout le monde pensait que je trichais jusqu'au bac. Et en fait, non, en fait, il aime bien ça. Donc, j'ai fait tout mon cursus universitaire, en boursier de l'État, au Crous. Merci l'État d'avoir financé mes études. Et McDo aussi. Et, bref, c'était long. Et du coup, après ma thèse, donc en master, j'avais bien reçu mon master, major de promotion. On me dit Julien, tu peux choisir ta thèse où tu veux. J'avais plein de sujets hyper intéressants sur des grosses techniques, CEA, CNRS. Il y avait une prof à Pau, je me souviens toujours, qui me dit écoute, moi j'ai un sujet, nanoparticules de carbone. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment la caractériser, ça te tente. Je dis franchement, je connais rien là-dedans. Au moins, je sais que mieux ça marche pas, je vais apprendre plein de choses. Et je suis parti à Pau. Et du coup, 3 ans de thèse, là, j'ai compris les nanoparticules, qu'en fait, c'était juste le début. Il fallait les caractériser. Et dès qu'on faisait un truc, c'est formidable. Attends, j'ai juste mis un tour de vis. Et c'était ça pendant 3 ans. Et ça, j'ai vu en fait tout le potentiel et tout aussi le côté dangereux que ça pouvait avoir. Et juste avant la fin de ma thèse, une thèse c'est 3 ans, au bout de 2 ans et 8 mois, je m'en souviens toujours, j'ai eu une conférence à San Francisco pour présenter mes résultats. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte de la frontière entre les US et la France. Il y a un chercheur d'une agence fédérale américaine, pour ne pas la citer, qui vient me voir et me dit
tu finis quand la thèse? Et je dis, bah, j'ai encore 3 mois, mon inscrit, écoute, dans 2 semaines, tu es à Washington pour travailler. Bon, bah, et pourquoi? Parce que tout ce que tu fais en France, ça, soit n'importe qui, il faut le faire chez nous. Comme nous, en France, ils nous encouragent à partir pour avoir une carrière. Du coup, je dis, bah, allez, banco, on est parti. Là, je me suis rendu compte à quel point le nano était inquiétant pour eux, parce qu'ils commençaient à voir tous ces nanotechnologies qui sortaient, vos iPhones. Hein, quand vous faites ça sur votre iPhone, bah, bref. Donc, quand vous voulez Bref, quoi. voilà, vous verrez bien plus tard. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment une inquiétude. Les nanomédicaments, à l'époque, c'était hyper inquiétant. Il fallait documenter ça. Et on ne sait pas les mesurer. Donc, je suis arrivé au laboratoire. On m'a dit, Julien, laboratoire américain, tu as besoin de quoi? J'ai cet instrument, ça, il me faut ça pour me monter. En déconnant, en disant, ils vont jamais financer ça. Au bout d'une semaine, tout est arrivé. Maintenant, il faut que ça marche. Et du coup, on a montré que les nanoparticules étaient présentes, on pouvait les mesurer, elles avaient un impact. Et après, comme je suis quand même fier de mon pays et je voulais être libre dans ma recherche, je suis arrivé au CNRS en disant, voilà mon projet sur les nanoparticules, c'est important, il faut les caractériser, banco. Et voilà. Et tu as eu une médaille. Oui, j'ai obtenu la médaille en 2020. Ouais, oui, c'était vraiment, c'était quand on en parlait avant, c'était totalement inattendu parce que j'ai toujours pensé être un peu le petit, vous savez, le petit grain de sable qui grince dans le pédalier parce que on documente quelque chose que personne connaît, ça plaît pas parce que du coup ça montre que c'est peut-être toxique un jour. Donc, et en plus la petite histoire, c'est que j'ai su la médaille le jour où j'ai dit au labo, c'est bon, je pars au Québec. Et tout le monde s'attendait à ce que du coup, si tu as une médaille, il faut que tu restes en laboratoire, que tu gonfles ton équipe. Hein. Je dis, bah oui, du coup, vous avez encouragé la mobilité thématique et géographique. C'est ce que dans notre chercheur, il doit être mobile géographiquement et thématiquement. Je dis, bon voilà, merci pour ces 4 ans à Rennes. On part au Québec. Et cette médaille, pour moi, elle récompense non pas une personne, elle récompense toute une équipe. Quoi. Donc, t'es jamais seul en recherche. Tu as plein d'étudiants, tu as des jeunes doctorants qui sont merveilleux, des jeunes étudiants en licence ou master qui ont les yeux qui sont émerveillés devant la science. Et c'est eux qui ont contribué à tout ça. Donc, je trouve qu'une médaille individuelle, ça ne devrait pas exister. En fait. On va faire des médailles collectives, même au sport, et des médailles de l'échec aussi. Celui qui a le plus échoué, il devrait une médaille aussi parce qu'il a plus tenté que les autres. Et je pense que. De vrai. Oui. Donc, du coup, ces médailles, je les ai pris comme un. Ouais, mon fils m'a toujours dit qu'il est déçu parce que j'ai fini 3e. Donc ça ne marche pas. Il y a une question? Tu parlais tout à l'heure d'outils très techniques, très pointus, mais j'arrive pas moi à comprendre ou à visualiser à quoi ça peut ressembler. C'est un microscope super fort, c'est de la chimie qui permet de caractériser les nanoparticules. Oui. Alors, pour aller dans les détails, en fait, une particule nanométrique, elle n'est pas visible. Donc, tout ce qui est technique optique, ça ne fonctionne pas. Donc, on passe par des outils de spectrométrie de masse. Donc, c'est des outils, c'est-à-dire comme les experts, c'est des machines. Après, je ne sais pas quel est votre niveau de... Voilà. Ouais, en gros, c'est ça. Alors, moi, c'est plus la machine qui m'intéresse. L'ordinateur, il est... Mais en fait, là, en gros, pour résumer, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la matière, donc la nanoparticule, et on va la décomposer. On va l'éclater, soit par température, et on va essayer de la couper en petits fragments. Ensuite, ces fragments vont aller dans un grand tunnel, d'accord, et on va aller appliquer des grands voltages pour les séparer. On va les séparer suivant un voltage, et des fois, avant, on met un autre séparateur qui va les séparer suivant la taille. Donc, on les plaque, on les force à rester là, et les plus petites, elles vont s'échapper. Et comme ça, on peut caractériser à la fois la distribution en taille. Après, du coup, on les décompose, on les met en fragments, et ces fragments vont être séparés suivant leur composition. Donc, typiquement, le cuivre, le titane, le plomb ont différentes masses, d'accord. Et donc, suivant leur masse et leur charge, on va les dévier. C'est un peu comme une course de voiture, et plus tu es loin une course de race car, qui tourne en rond, hein, plus tu es loin du centre, moins tu perds un peu de la vitesse. Mais comme ça, du coup, on arrive à séparer les éléments. Et après, d'ailleurs, on compte les éléments. Et on peut descendre à des niveaux ultra bas. On parle de traces ou ultra traces, hein, des nanogrammes par gramme ou des femtogrammes par gramme. Donc une particule dans 1 million d'autres autour. Et ça, c'est ce qu'on compte, ces particules. Après, on va relier ça, du coup, on compte l'élément, on compte la taille,
Et donc on sait que telle taille, il y a tant d'éléments, et qu'est-ce que du coup, si c'est cohérent, si tant d'éléments fait telle taille, c'est une particule qui est entièrement composée de cet élément. Si c'est plusieurs, c'est une particule qui est composée de plastique, de métal, voilà. On voit comment ça fonctionne. Et ces outils, on les développe depuis maintenant 14 ans. Donc j'ai l'impression d'être un mécanicien des fois. J'ai l'impression d'arriver au travail et d'être un peu dans un stand de voiture en disant, allez, ouais, on va démonter le quadrupole, on va voir s'il est en forme. Mais c'est un peu ça en fait, hein. C'est de la chimie, c'est de la mécanique c'est de la mécanique à l'échelle de la molécule, mais ça reste un travail de mécanicien. Simple. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si Oui. on peut revenir sur l'iPhone, le sort du pouce, là, ça va. Ça fait peur, hein. Et le pire, c'est les shampoings, comme je l'ai dit. Les shampoings, c'est une catastrophe. Regardez. Non, mais les iPhones sont tout ce qui est technologie, tout ce qui est hyper rapide, hyper efficace et miniaturisé, cherchez pas. C'est forcément d'ailleurs une nanoparticule qui a des propriétés qui est extraordinaire. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a qui sont inutiles, donc c'est compliqué. Mais le TiO2 est beaucoup utilisé et beaucoup pris dans les dentifrices. Le côté blanc, oui, c'est le cosmétique, ouais, les cosmétiques, les crèmes solaires, comment dire, les bonbons, les iPhones aussi, il y en a beaucoup dedans, mais le cérium, il y en a beaucoup aussi dans les iPhones. Enfin, tout ce qui est les terres rares, vous connaissez, hein, les terres rares, c'est le nouvel or, mauvais jeu de mots, mais ces terres rares font des nanoparticules qui sont dans vos technologies, dans les batteries. Oui, ça, quand votre iPhone il chauffe après une charge, moi, je n'irai pas mettre mon nez à côté, hein, c'est sûr que non. Mais ça relargue des choses, hein, c'est normal. Ouais, tout progrès amène des complications. Voilà. Donc un iPhone, pour l'instant, vu les flux qui sont produits, ouais, je pense que c'est une source importante de nanoparticules manufacturées. Parce que là, ces nanoparticules sont mises de manière volontaire dans l'iPhone. Ce n'est pas des nanoparticules anthropiques accidentelles. On a fait des nanoparticules qu'on a insérées dans un produit. D'accord ? Ça, c'est volontaire. Donc ça, c'est un autre problème. C'est nocif, du coup, ou pas? Parce que vous aviez l'air inquiet, mais tout à l'heure, vous étiez beaucoup fait. Oui, parce que je me dis que tout ce qui est... Alors, quand tu fais de la tox... quand on fait de la tox, tout ce qui sont de dose, en fait. De dose. Si tu fais... si tu bois 4 litres d'eau par jour, à la fin, tu es le malade. Enfin, c'est prouvé. Enfin, c'est la dose qui fait que tu es exposé ou toxique. Si tu t'es exposé de manière... ton corps a le temps de l'assimiler et de le rejeter, je pense que c'est pas un problème. Mais c'est juste une question de dose. Voilà, je sais pas... Dans la surconsommation, si tu bois un verre de coca par semaine, ça va, mais si tu bois 3 bouteilles par... Exactement. Et ça marche aussi avec le vin. Ah bon? Oui, mais non, attention. Hein, oui, mais c'est un peu ça. C'est que tout le monde dit oui, c'est sûr, si tu manges un paquet de Prestagada tous les jours, tu auras une dose de titane plus importante que... Après, est-ce que moi, en tant qu'individu, je suis inquiet? Est-ce que je suis un peu maniaque à la maison en regardant les produits? Pas du tout. Ça allait être ma question. Est-ce qu'après une journée de boulot, tu n'es pas saisi d'une angoisse fondamentale qui t'empêche de repartir? Ouais, c'est vrai que des fois, on a le switch qui se fait des fois. Ça dépend. Ça dépend où on vit, ça dépend ce que... Alors, j'ai toujours un sas de décompression entre le travail et la maison. Mais en fait, j'ai mes enfants ils sont souvent dans mon bureau, et ils voient un peu ils regardent ils sont ils sont baignés dedans. Donc, et quand je les vois commencer à regarder les étiquettes d'emballage, comme moi je fais, je me dis que moi, je les ai un peu traumatisés. Mais donc, je me dis, c'est bon, le relais est fait, ils savent ce qu'ils mangent. Alors oui, des fois, je vois très bien, c'est surtout quand je vois des nouveaux produits qui arrivent, je regarde, ou les crèmes solaires, ou les cosmétiques, en plus, c'est marqué dessus, quoi. C'est marqué dessus. Je tape Google, tu tapes les éléments, un par un, et vous pouvez le faire. Hein. Amusez-vous, genre, prenez un emballage de cosmétiques. Prenez toute la liste des composés et mettez sur Google. Classique. Et là, vous aurez la réponse. Vous verrez. Après, est-ce qu'on devient un peu anxiogène? Oui. Est-ce que du coup, ça contamine un peu ta vie de tous les jours? Oui. Est-ce que c'est grave? Voilà, c'est mon côté un peu maniaque. Moi, je ne vais pas le faire. Hein. Des fois, il ne faut pas trop le faire non plus. Mais après, c'est juste... c'est des réflexes simples à avoir. Non, mais je voulais une question. En fait, est-ce que ce n'est pas propre de toute application de découverte physique ou de recherche physique
dès qu'on les applique finalement à une invention ou à quelque chose de nouveau, d'avoir systématiquement derrière le moyen de corriger les effets pervers ou les effets de bord du système. C'est-à-dire quand on a inventé le moteur à explosion, d'ailleurs qui n'est pas explosion, mais globalement quand on a inventé le moteur, on l'a mis dans une voiture, c'est après qu'on a inventé les freins, les ceintures de sécurité, les airbags, les systèmes anti-collision, etc. Et aujourd'hui on arrive à des moyens de transport qui sont extrêmement sûrs, parce que en fait, plutôt que de rejeter quelque chose de dangereux, on cherche au contraire à essayer de réduire au maximum l'impact que les éléments peuvent avoir. Et dans le cas des nanoparticules, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer? Très bonne question, et j'ai 3 éléments de réponse. Le premier, c'est pour les nanoparticules, il y a un chercheur au CNRS, un groupe de chercheurs au CNRS que j'adore, ils sont au CEREG à Aix-Marseille. Ils ont développé ce qu'on appelle le Safe by Design. Ils essayent de mettre en place des moyens de produire des nanoparticules tout en incorporant dès le début leur cycle de vie, de voir comment ça peut impacter. Donc pour les nanoparticules qui sont manufacturées, c'est possible. Ça se fait très bien. Le CEREG a été un des premiers laboratoires à le mettre en place. Chapeau à eux, et ce qu'ils font, c'est vraiment remarquable pour ça. Deuxième point, c'est par rapport à la voiture. Donc est-ce que si on aurait bien éduqué les conducteurs à conduire normalement, il y aurait besoin de mettre la ceinture de sécurité et un airbag? C'est mon deuxième point. C'est une question que je pose. En fait, moi, franchement, je pense que oui. Je pense que de toute manière, il y a toujours des utilisations pervers des outils ou quoi que ce soit, et c'est pas forcément une question d'éducation. Mais du coup, est-ce que le fait en compte de mettre un outil qui surprotège les gens, ça mène pas aussi à une surconsommation de la voiture? Donc la question, c'est en fait mon point et troisième point, c'est l'homme a toujours envie de créer quelque chose en disant, en fait, il déplace le problème à chaque fois. Et il se rend compte qu'en faisant ce décalage, à chaque fois, il génère plus qu'il ne résout le problème. Et en fait, en tant que chercheur, c'est hyper angoissant des fois. Tu te dis, mais ouais, en fait, c'est plus de 2000 nouveaux composés contaminants qui arrivent à chaque année dans l'environnement. Et moi, j'aimerais faire de la chimie juste sur les parfums, j'adorais ça, ou faire une chimie médicale. Mais je me dis, mais les contaminants, tout le monde dit, mais t'es pas. Non, mais t'inquiète pas, demain, il y en a 3 qui vont apparaître. Donc, oui, pour les nanoparticules, parmi tous les autres composés, c'est la plus simple. On peut, dès le début, savoir si un matériau, il peut, oui ou non, former des nanoparticules. Mais ça prend une latence. Et cette latence, est-ce que les industriels ou le grand public... si demain, je vous dis, il y a un super iPhone qui sort, dans 2 ans, qui fait tout passe. Un super iPhone. Il fait à manger, tout. Vous le mettez sur la table, tout est prêt. Les enfants sont au bain, couchés, voilà, vous n'avez plus rien à faire. Et que je vous dis, par contre, pendant 12 ans, il est prêt, hein, mais j'ai 12 ans pour le tester. Oui, attends. Et voilà, donc du coup, il y a la pression sociétale qui fait que nous, on a un produit qui est super bien, il nous le faut. Avec nous, attends, on n'a pas encore le temps de tester si oui, non, il est durable. Et c'est un peu et pour l'habitat, c'est d'autant plus le cas. On vous met des peintures, on vous met des matériaux de construction qui sont censés être éco-responsables, mais qui c'est qui vous dit que c'est pas plus générateur de particules? Moi, on a fait des blocs de polystyrène isolant sur les murs. Moi, quand j'ai fait ma maison en bois à l'époque, je me souviens toujours, on m'a dit ouais, il faut une maison en bois et en paille près de Rennes. On m'a dit mais non, mais pour 2 fois moins cher, on te fait un bloc en polystyrène qui est 2 fois plus isolant. Attends, mais ça a été testé, c'est sorti il y a 1 an, testé 6 mois. C'était grand malade. Je vais pas tester un truc qui a été testé, qui sort juste là. La paille, ça fait combien de temps qu'on travaille dessus? Je pense depuis qu'on n'est pas encore habillé. Donc, je pense qu'on a un recul sur des matériaux. Alors que des fois, on produit des choses qui sont beaucoup moins étudiées. On n'a pas le temps d'étudier. Laisser le temps aux chercheurs, aux ingénieurs de faire leur boulot, quoi, avant de créer des... Mais non, il y a tellement de trucs qui ressortent. Moi, des fois, je suis perdu. Et des nouveaux... Ah, j'ai appris qu'il y avait un nouveau événement qui s'appelle le Gore-Tex, je sais pas si vous connaissez. Hein, c'est un truc hyper résistant au froid, au chaud, assez merveilleux. Hein. Et je vois ça, quand je vois la composition, je le mets parce que j'en ai besoin. Mais je me dis, mais c'est incroyable, ça va trop vite. Et pourtant, je suis très jeune, je n'ai que 22 ans. Mais voilà, des fois, on se laisse... en fait, on est surconsommation. Un collègue à moi me dit toujours, et on est totalement opposés dans la façon de se comporter. C'est un très bon ami à moi. Lui, il est pour la décroissance. C'est son terme, la décroissance.
Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, hein, mais à chaque fois, il me dit, dès que je parle d'un contaminant, il me dit la décroissance, la décroissance. Et il est angoissé par ça. Et je me demande que des fois, quand je vois ce qui se produit et ce que lui veut, je dis, il n'est pas né dans le bon siècle. Mais je pense qu'il y a quand même nos enfants sont quand même plus intelligents que nous, quand même. On va pas se mentir. Ils sont, enfin, en tout cas, de ce que je peux voir, ils recyclent. Ils savent qu'il y a le jaune, il y a le compostable, Alors que moi, quand j'étais petit, les McDo qui passaient par la fenêtre, c'était, je faisais pas, mais on a tous vu, quoi. Donc maintenant, il y a quand même une éducation, il y a quand même des choses qui se mettent en place, il y a le recyclage, il y a le développement durable, c'est quand même ancré dans la culture maintenant, on le sait. Donc je pense qu'il est temps que nous, on parte et qu'on laisse la place aux jeunes. On va attendre un petit peu quand même, mais en gros, c'est ce que je vois et je trouve ça quand même encourageant pour la suite. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on passe à côté? On pourra Ouais. continuer à échanger de manière informelle en déjeunant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ou on peut conclure peut-être pour le mot de la fin, si on revient sur la partie chercheur. Est-ce que tu conseilles aux jeunes générations, ceux qui vont prendre la suite, de faire le même métier que toi? Oui, 1000 fois oui. Bien, si vous voulez rencontrer des gens super cool, voyager de manière éco-responsable super cool, être libre, apprendre tous les jours et faire des choses qui vous éclatent, ouais, je préfère 10 fois ça que d'être. À l'époque où j'étais en lycée, j'étais en sport-études, c'était soit tu devenais footballeur professionnel ou soit tu faisais autre chose. Et moi j'ai dit, mais je vais faire autre chose. Et c'était là. Et quand je vois maintenant des collègues qui ont les genoux éclatés, et ils sont en train de dire, oui c'est bon, j'ai ma maison. Je dis, mais oui, mais en sciences, tu t'es émerveillé tous les jours. C'est juste c'est un boulot de dingue. Et je le vois, des fois je me rends même pas compte, mais c'est quand je vois ma fille qui me dit, plus tard tu veux de quoi? Moi je veux comme mon père. Moi je veux m'amuser, je veux pas travailler. C'est là que je me rends compte, je dis bon, j'ai la chance de faire ce métier, et je pense que c'est juste que le message, c'est facile de convaincre un jeune de faire de la recherche. Il faut juste lui dire que voilà, il y a des possibilités. Et on en parlait juste avant. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. C'est l'État qui a payé mes études. J'ai été à l'université. J'ai fait tout le chemin classique, on va dire. Alors qu'on vient me dire oui, alors moi j'ai grandi ici, j'ai pas accès. Je dis non, alors, pas à moi quoi. Donc je pense que oui, si tu veux faire un métier qui t'éclate, tu as les moyens de le faire, bah, arrête de sécher et va à l'école, quoi. En gros. Merci. Merci beaucoup. On peut continuer à échanger à côté. On a le Bouillon Danton qui nous propose à déjeuner, qui est un tout nouveau resto qui va ouvrir sur la place Danton et qui vient un peu s'échauffer chez nous avant l'ouverture début octobre.